un diplomate musulman qui voyageait à travers la Russie en 922 après Giuseppe, fut le témoin de quelque chose qui le hanterait pour le reste de sa vie. Ahmed ibn Fadlan vit des pillards vikings accomplir des rituels intimes avec une esclave avant de la brûler vive avec leur chef mort. Son récit détaillé se lit comme le scénario d'un film d'horreur, à la seule différence que chaque mot était réel. Ce que vous êtes sur le point de découvrir provient de sources historiques documentées qui révèlent comment les Vikings utilisaient la sexualité comme une arme de guerre, un outil de contrôle social et un chemin vers l'au-delà. Ces pratiques ont façonné l'Europe médiévale et influencé des concepts de pouvoir qui persistent aujourd'hui. Les preuves sont si dérangeantes que de nombreux historiens les ont initialement rejetées, les qualifiant de propagande ennemie. Des consommations de mariages publics auxquelles assistaient des familles entières, aux exécutions sexuelles organisées comme divertissement, du viol comme guerre psychologique systématique, aux rites funéraires intimes impliquant des sacrifices humains, les pratiques sexuelles des Vikings étaient des méthodes calculées pour maintenir leur domination, au point de rendre un public moderne physiquement malade. Les preuves proviennent des sagas, de fouilles archéologiques et de récits de témoins oculaires qui révèlent une société où la violence et le plaisir étaient inextricablement liés. Dans la société viking, votre rôle sexuel déterminait si vous viviez comme un citoyen respecté ou si vous mouriez en paria social. Le pouvoir et la domination régissaient toutes les relations intimes avec la subtilité d'une hache de guerre. Les Vikings avaient deux concepts cruciaux qui pouvaient littéralement vous coûter la vie: ergi et rage. Ces termes décrivaient les hommes sexuellement passifs ou efféminés. Être qualifié d'ergi était une insulte si dévastatrice que la loi viking stipulait explicitement qu'elle justifiait le meurtre. Vous pouviez tuer quelqu'un pour avoir suggéré que vous étiez sexuellement submis et en ressortir sans conséquences juridiques. Cela créait une hiérarchie sexuelle plus rigide qu'un système de caste médiéval. Le partenaire actif, celui qui pénétrait, maintenait son honneur masculin et son respect social. Le partenaire passif perdait complètement sa virilité, ainsi que ses droits légaux, ses biens et son statut au sein de la communauté. On parle d'une culture où votre position pendant l'acte sexuel déterminait votre place dans la société. Les conséquences légales étaient absurdes selon les normes modernes. Les hommes accusés d'être sexuellement passifs pouvaient perdre le droit de témoigner en justice, d'hériter de biens ou même de porter des armes. En gros, être mauvais au lit pouvait vous déposséder de votre citoyenneté. Les sagas islandaises racontent des cas où des hommes perdaient tout parce que quelqu'un répandait des rumeurs sur leurs performances sexuelles. Les sagas sont remplies de querelles sanglantes, déclenchées par des insultes sexuelles. La saga de Burnt Njal décrit un conflit qui a coûté la vie à des dizaines de personnes parce qu'un homme en avait traité un autre d'efféminé. La saga d'Egil raconte comment des guerriers ont parcouru des centaines de kilomètres pour assassiner quelqu'un qui avait mis en doute leur masculinité. Le moindre soupçon de soumission sexuelle pouvait déclencher un massacre. Les femmes pouvaient utiliser ces insultes comme des armes. Les sagas décrivent des épouses qui détruisaient la réputation de leur mari en mettant publiquement en doute leurs aptitudes sexuelles. Une femme dans la saga de Laxdela divorça de son mari et ruina son statut social en prétendant qu'il était trop doux au lit. L'obsession de la domination sexuelle créait un cercle vicieux de violence. Les hommes devaient constamment prouver leur masculinité par l'agression, ce qui entraînait plus de conflits, lesquels exigeaient plus de démonstrations de domination. La violence sexuelle devint un outil de contrôle social, parce que la menace d'être marqué comme sexuellement passif maintenait les hommes dans le rang et renforçait la structure de pouvoir qui définissait la société viking. Les Vikings firent de l'agression sexuelle une forme d'art de la destruction psychologique. Ils comprenaient que briser l'esprit d'un homme était plus efficace que de simplement le tuer. La saga décrit le clamug, couper ou poignarder les fesses d'un ennemi vaincu pour symboliser la pénétration anale. Ce n'était pas de la violence aléatoire, c'était une humiliation calculée, visant à marquer la victime comme sexuellement soumise. La beauté de ce système, d'un point de vue viking, était que vous pouviez détruire la masculinité de quelqu'un sans avoir à vous engager vous-même dans l'acte. Mais Vikings allaient souvent au-delà du symbolisme.
Les ennemis vaincus, surtout les chefs et les guerriers, étaient confrontés à des agressions sexuelles systématiques conçues pour transférer la masculinité de la victime au vainqueur. La saga des Völsungar décrit comment les rois capturés étaient soumis à des viols publics pour démontrer leur défaite totale. Selon les croyances vikings, forcer quelqu'un à adopter un rôle passif volait littéralement son essence masculine pour l'ajouter à la vôtre. L'impact psychologique était dévastateur et intentionnel. Un homme sexuellement violé ne pouvait pas retourner dans sa communauté avec son honneur intact. Ses propres compatriotes le rejetaient souvent parce qu'il était marqué comme non viril. Certaines victimes se suicidaient plutôt que de vivre avec la honte. D'autres devenaient des parias, errant entre les communautés comme des rappels vivants de la domination viking. Les Vikings pratiquaient l'esclavage sexuel à l'échelle industrielle. Les marchés aux esclaves de Dublin et d'York étaient remplis de captifs destinés à des usages intimes. Les sagas décrivent sans phare comment les pillards divisaient les êtres humains comme du bétail, les plus attrayants étant réservés aux collections personnelles des chefs. La saga de Yokni mentionne le comte Sigurd qui gardait un harem de femmes irlandaises capturées, les traitant comme des objets interchangeables pour son plaisir. Les lois vikings créaient un système à 2 niveaux qui ferait passer un défilé de mode pour progressistes. Les femmes libres bénéficiaient d'une protection étendue contre les agressions sexuelles, tandis que les captives n'avaient aucun droit. Tout homme libre pouvait utiliser sexuellement une esclave, et tuer une esclave pour avoir résisté était à peine considéré comme un délit mineur. Le code juridique de l'Islande médiévale précise que le viol d'une femme libre entraînait la peine de mort, alors que le viol d'une esclave entraînait une amende équivalente au fait d'endommager la propriété de quelqu'un. L'ampleur de ce système était stupéfiante. Des preuves archéologiques à Dublin suggèrent que jusqu'à 30% de la population était composée d'esclaves, dont beaucoup étaient capturés spécifiquement à des fins sexuelles. Les Vikings ont créé une économie entière basée sur le trafic humain pour l'exploitation intime. Cette déshumanisation systématique avait un but stratégique. Les communautés qui entendaient parler des pratiques sexuelles des Vikings se rendaient souvent sans combattre, plutôt que de risquer de voir leurs habitants subir un tel traitement. La simple menace de violence sexuelle devint une arme de conquête, plus efficace qu'aucune épée. Les mariages vikings faisaient passer la télé-réalité moderne pour de bon goût. L'intimité n'était pas seulement rare, elle était légalement problématique et potentiellement coûteuse. La famille de la mariée devait être témoin de la première rencontre sexuelle du couple pour s'assurer de la bonne consommation du mariage. Sans témoin pour confirmer que la pénétration avait eu lieu, le mariage pouvait être déclaré invalide, et la famille de la mariée pouvait exiger le retour de la dot. Imaginez devoir accomplir l'acte sexuel pendant que votre belle famille prend des notes pour d'éventuelles procédures judiciaires. La cérémonie elle-même était remplie de symboles sexuels qui feraient rougir un réalisateur de film X. Le rituel du Mjolnir impliquait de placer le marteau de Thor sur le giron de la mariée pendant la cérémonie. Tout le monde comprenait cela comme une bénédiction de fertilité au sens phallique explicite. Le marteau était ensuite béni par le prêtre et passé aux invités qui le touchaient, créant un rituel sexuel communautaire, déguisé en cérémonie religieuse. Le fait que le marié retire la couronne de la mariée servait d'annonce publique qu'il était sur le point de lui prendre sa virginité. Cela se produisait devant les témoins rassemblés, qui escortaient ensuite le couple jusqu'au lit nuptial. Les prêtres et les membres de la famille bénissaient le lit avec des prières de fertilité qui étaient essentiellement des paroles salaces sanctifiées. La consommation elle-même avait lieu pendant que les membres de la famille attendaient devant la porte, écoutant les sons qui confirmeraient l'achèvement du mariage. Le lendemain matin, des draps tachés de sang étaient examinés et affichés comme preuve de la virginité de la mariée et du succès du mariage. Ces draps étaient souvent conservés comme des documents légaux, pouvant être présentés en justice si le mariage était un jour contesté. Dans certains cas, des membres de la famille dignes de confiance restaient même dans la pièce pendant la consommation pour fournir un témoignage oculaire. La saga de Grettir le Fort décrit un mariage où l'oncle de la mariée restait dans la pièce pour s'assurer que le mariage était correctement consommé. Vous imaginez votre oncle Mike vous regardant faire l'amour avec votre femme.
Les implications légales étaient sérieuses. Si la mariée n'était pas vierge, sa famille pouvait être poursuivie pour fraude. Si le marié ne pouvait pas accomplir l'acte, la famille de la mariée pouvait exiger une compensation pour marchandises endommagées. Les codes de loi islandais précisent les pénalités exactes pour divers échecs sexuels pendant la nuit de noces, créant un cadre juridique qui traitait l'intimité comme une transaction commerciale. Ces pratiques se concentraient entièrement sur la propriété, l'héritage et les alliances politiques. Les sentiments des mariés n'avaient aucune importance par rapport aux implications légales et financières de leur performance sexuelle. L'amour était un luxe que la société viking ne pouvait pas se permettre quand il y avait des dots et des lignées en jeu. Le témoignage oculaire d'Ahmad ibn Fadlan se lit comme l'étude anthropologique la plus dérangeante jamais écrite. Sa description des rituels funéraires vikings était si choquante que les historiens ont passé des siècles à tenter de prouver qu'ils mentaient. Malheureusement pour notre foi en l'humanité, les preuves archéologiques ont confirmé la plupart de ces observations. Quand un chef viking mourait, les funérailles devenaient une orgie de plusieurs jours, conçue pour transférer la force vitale des vivants afin d'assurer le pouvoir du chef dans l'au-delà. Les Vikings croyaient que l'énergie sexuelle pouvait être transférée par le contact intime et canalisée vers le mort. Ibn Fadlan décrit le processus de sélection avec des détails cliniques. Les Vikings demandaient aux esclaves du chef mort « Laquelle d'entre vous mourra avec lui ?» L'une se portait volontaire, croyant qu'elle rejoindrait son maître au Valhalla en tant que compagne éternelle. Ce qui se passait ensuite fait passer les films d'horreur modernes pour des dessins animés pour enfants. L'esclave choisi passait les derniers jours avant les funérailles à avoir des relations intimes avec plusieurs hommes de la tribu. Elle était traitée comme un réceptacle sacré dont le corps porterait la force vitale collective de la tribu jusqu'à l'au-delà. Les hommes lui disaient « Dis à ton maître que j'ai fait cela par amour pour lui ». Ils croyaient sincèrement qu'ils transféraient leur essence spirituelle à travers elle jusqu'au chef défunt. Le rituel s'intensifiait chaque jour. Ibn Fadlan décrit comment l'esclave se voyait donner des quantités croissantes d'alcool et de drogue, tout en étant passé entre différents hommes. Chaque rencontre était considérée comme ajoutant plus de pouvoir spirituel à transférer au chef mort. Le jour des funérailles, l'esclave était conduite au bateau funéraire pour des rencontres intimes finales, avec 6 hommes différents, chacun représentant un aspect différent du pouvoir de la tribu. Le récit d'Ibn Fadlan devient presque clinique dans ses détails. Puis 6 hommes entrèrent dans le pavillon, et chacun eut un rapport avec la jeune fille. Puis, ils la couchèrent aux côtés de son maître. Le point culminant impliquait que l'esclave soit étranglé avec une corde, tout en étant simultanément poignardé par une vieille femme appelée l'ange de la mort. Le bateau était ensuite mis à feu, tandis que la tribu chantait des prières conçues pour assurer le transfert réussi de l'énergie sexuelle vers l'au-delà. Les archéologues modernes ont trouvé une confirmation troublante de ces pratiques. Le bateau d'Oseberg en Norvège contenait les restes de 2 femmes, dont l'une présentait des signes de mort violente. Des tombes similaires à travers la Scandinavie contiennent des jeunes femmes enterrées avec des hommes de haut rang, souvent avec des preuves de meurtre rituel. Les Vikings voyaient cela comme le plus grand honneur possible. L'esclave était censé devenir une figure quasi divine, portant le pouvoir collectif de la tribu au royaume des morts. Mais de tout point de vue moderne, cela représente l'un des exemples les plus systématiques de violence sexuelle déguisée en pratique religieuse dans l'histoire de l'humanité. La société viking a créé un paradoxe qui confondrait aussi bien les féministes modernes que les traditionalistes. Les femmes vikings libres jouissaient de droits qui n'apparaîtraient pas ailleurs en Europe avant des siècles, tandis que les femmes esclaves subissaient un traitement qui choquerait les spécialistes de la torture médiévale. Les femmes vikings libres pouvaient divorcer de leur mari pour inaptitude sexuelle avec la facilité de retourner un produit défectueux. Si un homme ne pouvait pas satisfaire sa femme, s'il était mauvais au lit ou s'il était considéré comme non viril dans son approche, elle pouvait légalement le quitter et reprendre ses biens. Les femmes pouvaient hériter de terres, diriger des entreprises et proposer le mariage aux hommes qu'elles désiraient. La saga des gens de Laxardal décrit Aude la profondément riche, qui contrôlait de vastes territoires
et arrangeait les mariages pour ses parents masculins. Certaines femmes devinrent de riches marchandes, contrôlant les routes commerciales et dirigeant leurs propres navires. Les sagas rapportent des cas de femmes qui ont divorcé de leur mari pour avoir porté des vêtements trop féminins ou pour avoir manqué de défendre leur honneur correctement. Helga, dans la saga de Njal, quitta son mari parce qu'il portait une chemise qui laissait voir trop de torse, considérant cela comme non viril et motif de divorce. Les femmes vikings bénéficiaient d'une protection juridique contre les avances non désirées. Les lois stipulaient clairement que les baisers ou les rapports non consentis entraînaient de lourdes peines, y compris l'exil ou la mort. Pour les femmes libres, le consentement importait d'une manière qui ne se verrait pas ailleurs en Europe médiévale. Mais cette attitude avait un côté sombre qui révèle la vraie nature de la société viking. Ces droits ne s'appliquaient qu'aux femmes vikings libres. Les femmes esclaves n'avaient aucun droit et pouvaient être utilisées sexuellement par n'importe quel homme libre, sans recours légal. Le même code juridique qui protégeait l'autonomie sexuelle des femmes libres stipulait explicitement que les esclaves étaient des biens à utiliser comme leurs propriétaires l'entendaient. Le contraste était intentionnel et brutal. En donnant aux femmes libres des droits sans précédent, la société viking renforçait l'idée que la liberté était précieuse et l'esclavage la dégradation ultime. La capacité d'une femme libre à refuser les avances intimes rendait l'incapacité d'une femme esclave à le faire encore plus prononcée. Les femmes vikings participaient activement à la violence de leur société. Des preuves archéologiques sur des sites comme Birka suggèrent que certaines femmes étaient des guerrières, et les sagas décrivent des femmes qui encourageaient leurs parents masculins à commettre des actes de violence sexuelle contre leurs ennemis. Elles comprenaient que leur propre liberté dépendait du maintien du système qui asservissait les autres. Alors que les femmes vikings gagnaient des droits significatifs à l'âge adulte, les petites filles étaient souvent abandonnées ou tuées si les familles ne pouvaient pas se permettre de les élever. Les sagas mentionnent sans détour des pères qui exposaient leurs filles non désirées, les laissant dehors pour qu'elles meurent du froid ou des animaux sauvages. Cela créait une société où un petit nombre de femmes libres détenaient un pouvoir significatif, tandis que la majorité des femmes faisaient face à des vies d'exploitation brutale. Les attitudes des Vikings envers les relations entre personnes de même sexe créaient une hiérarchie sexuelle si complexe qu'elle exigeait des juristes pour s'y retrouver. L'homosexualité était parfaitement acceptable à condition de suivre les règles sur qui pouvait pénétrer qui. Les sagas décrivent des guerriers qui voyageaient à travers l'Europe pour des conquêtes sexuelles des deux sexes. La saga d'Éric le Rouge mentionne des hommes qui gardaient à la fois des épouses et des amants masculins, traitant la domination sexuelle comme une forme de collection de trophées. Tant qu'ils maintenaient leur rôle actif, ce comportement n'était pas seulement accepté, mais célébré. Même les dieux étaient confrontés à des politiques sexuelles. Loki était constamment moqué pour avoir pris une forme féminine et donné naissance à des enfants, notamment le cheval à 8 pattes d'Odin, Sleipnir. Odin lui-même était critiqué pour avoir pratiqué le seidr, une forme de magie associée aux femmes. L'Edda en prose décrit comment les autres dieux mettaient en doute la masculinité d'Odin parce qu'il s'engageait dans des pratiques considérées comme féminines. La pratique du seidr révèle comment le genre et la sexualité s'entrecroisaient dans la culture viking. Les hommes qui pratiquaient cette magie étaient souvent considérés comme ergies, sexuellement déviants, parce qu'ils endossaient des rôles de femmes. Mais ils étaient aussi craints et respectés pour leur pouvoir surnaturel, créant un paradoxe où les hommes les plus puissants étaient aussi les plus sexuellement suspects. La loi viking reflétait ces attitudes complexes avec une précision nordique typique. S'il n'existait pas d'interdiction spécifique contre l'homosexualité, de lourdes peines s'appliquaient pour avoir accusé quelqu'un d'être sexuellement passif. Les codes juridiques montrent que les insultes sexuelles étaient prises plus au sérieux que de nombreux crimes violents avec de fausses accusations de passivité sexuelle, entraînant des peines équivalentes au meurtre. Les hommes montrant le moindre trait féminin, que ce soit dans la tenue, le comportement ou les pratiques sexuelles, risquèrent la destruction sociale complète. La pression pour maintenir la domination masculine était si intense
qu'elle façonnait chaque aspect de la société viking, du choix des vêtements aux carrières, en passant par les pratiques religieuses. Les Vikings transformaient la violence sexuelle en spectacle public avec l'enthousiasme des producteurs de télé-réalité modernes. La justice se concentrait sur le spectacle autant que sur la punition, créant un système juridique qui servait aussi de théâtre sadique. Les criminels reconnus coupables d'infractions sexuelles subissaient des châtiments conçus pour les humilier de la même manière qu'ils avaient humilié leurs victimes. Les violeurs pouvaient être publiquement agressés sexuellement dans le cadre de leur exécution, la foule acclamant cette justice rendue par une violence ironique. Les adultères pouvaient être castrés devant un public qui traitait la procédure comme un événement sportif. Ces punitions servaient à de multiples fins au-delà de la simple justice. Elles renforçaient les hiérarchies sociales par l'humiliation sexuelle, tout en offrant un divertissement aux masses. Le caractère public de ces actes envoyait des messages clairs sur la distribution du pouvoir, tout en donnant aux Vikings une excuse pour se laisser aller à leur goût pour la violence créative. Les sagas décrivent des festivals où la violence sexuelle faisait partie du programme. Les ennemis capturés étaient forcés de se livrer à des actes dégradants pour amuser les Vikings, la foule pariant sur le temps que les victimes survivraient à diverses formes de torture sexuelle. La saga des Jomsviking mentionne des tournois où les prisonniers étaient soumis à des formes d'humiliation sexuelle de plus en plus élaborées, jusqu'à ce qu'ils meurent ou deviennent fous. Les preuves archéologiques confirment ces récits avec une cohérence troublante. Les sites d'exécution montrent souvent une violence ritualisée, qui va bien au-delà du simple meurtre. Les corps étaient mutilés de manière à suggérer que l'humiliation sexuelle faisait partie intégrante du processus de punition. La normalisation de la violence sexuelle comme divertissement aide à expliquer comment les pillards vikings pouvaient commettre de telles atrocités systématiques lors de leur conquête. Ils suivaient des schémas culturels qui rendaient la violence sexuelle non seulement acceptable, mais digne de louange, transformant le viol et la torture en art de la performance. Les Vikings ont créé une société où le sexe, le pouvoir et la violence s'entremêlaient avec la précision d'une arme bien conçue. Leurs pratiques étaient des méthodes systématiques de contrôle social qui utilisaient la sexualité pour renforcer les hiérarchies de pouvoir avec une efficacité brutale. Ce n'étaient pas des actes aléatoires de barbarie. C'étaient des stratégies calculées qui ont façonné l'Europe médiévale et continuent d'influencer notre monde moderne à travers l'ADN, les lois et les concepts de masculinité qui persistent aujourd'hui. L'héritage viking s'est répandu à travers les continents, portant des idées sur la sexualité et la domination à chaque coin de leur monde en expansion.